Ardigan. Ardigan présente Noisuli, tome 1. Bienvenue à l'Université du rêve de Poisson Fécond. Entrez dans l'expérience immersive du roman théâtral, lu par Jérôme Fonlupte, Lise Gillet, Gary Reyna, Clément Lefebvre, Julien Rampon, Sandra Vendroux et Poisson Fécond. Acte 1, chapitre 1. Le Atman. Son nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, il s'infiltre dans les rêves de l'humanité depuis plus d'un siècle. Une grande silhouette humanoïde, noire comme l'obscurité, coiffée d'un chapeau et que des milliers de personnes rapportent avoir aperçu partout dans le monde. La plupart du temps, le Atman se tapit dans vos cauchemars les plus sombres et vous observe silencieusement. À d'autres moments, il se manifeste lorsque vous êtes totalement vulnérable, prisonnier d'un état de paralysie du sommeil. Éveillé mais pétrifié, votre corps refuse catégoriquement de bouger. Plus rarement, et sous certaines conditions, il est possible que le Atman vous rende visite quand vous êtes pleinement réveillé. Mais mieux vaut éviter d'en dire plus. Pour la majorité des gens, et pour la science officielle, le Atman n'est que l'incarnation d'une peur universelle, un simple épouvantail ayant la fâcheuse manie d'apparaître au pire moment de la nuit. Pourtant, selon d'autres, il a réellement vécu. En effet, une infime partie de la population dispose du pouvoir de maîtriser les rêves. Cette frange vit cachée sur un domaine flottant, loin des turpitudes de la vie lambda. Eux savent que le Atman existe et qu'il peut prendre une forme physique. Pour cause, un jour, il y a longtemps, il a pénétré leur monde. Il s'est installé chez eux, il a amadoué leur esprit, il a séduit leurs citoyens. Et surtout, il leur a promis un rêve interdit même pour ceux capables de contrôler les rêves. Fort de son influence grandissante, le Atman a levé une armée et créé une secte abominable à son image pour réaliser sa vision. Il a obligé ses fidèles à rêver de lui toutes les nuits pour se nourrir. Et pour s'assurer que personne ne refuse de le vénérer et de lui céder sa force vitale, il a conçu l'instrument de torture le plus terrifiant jamais inventé. Plus terrifiant que la mort elle-même. Le cauchemar perpétuel. Imaginez être forcé de dormir. Imaginez rêver que vous êtes pourchassé par des créatures monstrueuses. Imaginez assister, impuissant, au supplice et à la mort de tous ceux que vous aimez, puis être déchiqueté et dévoré vivant. Imaginez revivre ce tourment encore et encore pour l'éternité, sans jamais pouvoir vous réveiller. Heureusement, tout ceci est révolu. Grâce à d'innombrables sacrifices, de grands rêveurs ont réussi à mettre fin à la folie mégalomane du Atman. Ils l'ont plongé dans une stase hypnotique et l'ont exilé dans une prison très lointaine, sous la surface, dans un abysse insondable dont il ne pourra jamais remonter. Quant au rêve interdit que le Atman désirait leur offrir, il a été condamné et effacé des mémoires pour ne plus jamais tenter quiconque. Le monde secret des rêveurs a donc été sauvé. Cependant, même dans les profondeurs où il est enfermé, le Atman continue de hanter les nuits de l'humanité et de perturber son sommeil. Certains en font l'expérience tous les jours. Car, avant de disparaître, le Atman a laissé un petit quelque chose, un cadeau d'adieu de rien du tout, produisant un battement profond et régulier. Doum Doum. Un cadeau dissimulé au cœur du monde sacré des grands rêveurs. Dans la plus mythique et légendaire université du rêve. Chapitre 2.
Edgar se réveilla en sursaut. Il avait refait ce rêve étrange et morbide qui ne lui appartenait pas, mais dont il pressentait devoir tirer un message. En sueur et tremblant, il chaussa ses lunettes à monture d'écaille. Sa chambre était plongée dans les ténèbres. Il consulta l'heure sur son téléphone portable, quasiment à court de batterie. 1h11. Edgar sauta de son lit pour se rendre à la fenêtre. La rue disparaissait derrière un noir informe et menaçant, qui ne permettait même plus de distinguer la pointe de la tour Eiffel à l'horizon des toits d'ardoise. Il tenta d'allumer la lumière de sa chambre, en vain. L'électricité semblait avoir été coupée. Encore ces foutus travaux. Edgar vivait à Paris depuis peu, chez son père, un homme d'affaires afro-américain, qui passait davantage de temps en vol business que chez lui, et que son fils trouvait parfaitement méprisable. Il enfila ses horribles chaussons en forme de lapin, puis déambula dans les différentes pièces de l'appartement, à la recherche d'une lumière qui pourrait le rassurer. Un profond malaise enflait peu à peu dans sa poitrine. On allait venir le chercher, il en était sûr. Il aurait fallu s'enfuir, mais les portes et les fenêtres étaient bloquées. Des pas lourds résonnèrent au loin. Le piège se refermait. Ulysse avait un léger problème. Son sens de la justice, digne d'un chevalier recyclé du Moyen-Âge, combiné à son attirance quasi pathologique pour les jolies filles, lui jouait de mauvais tours. S'il réussissait à sauver l'une d'elles d'une agression, sa journée était radieuse, et d'autant plus quand il parvenait miraculeusement à ne pas se faire démolir la figure en représailles. Dans ce quartier de Marseille, cependant rien n'était moins sûr. Ce soir-là, Ulysse rentrait de la poissonnerie, où il avait acheté des crevettes et une dorade pour sa mère. Au détour d'une ruelle déserte en bordure de mer, il aperçut une jeune femme terrifiée, cernée par 3 types. Le visage serti d'un serre-tête à oreilles de lapin, elle semblait revenir d'une soirée déguisée. Ulysse hésita. La dernière fois qu'il avait joué les héros, sa mère n'avait que modérément apprécié de le voir rentrer en sang, le sac des courses sacrifié au nom d'une énième inconnue. Et puis, l'un des types attrapa le bras de la fille. « Alors, ma belle, on est sorti de son terrier ?» Le sang d'Ulysse bouillonna. Il passa une main dans sa chevelure ondulée et avança. « Hé les gars, vos couilles sont si petites qu'il vous en faut 6 pour emmerder une fille seule. » Les 3 se retournèrent. Leur faciès de rat et leur regard vitreux ne trahissaient pas des facultés intellectuelles démesurées. « Dégage de là si tu veux pas qu'on te brise les jambes !» Ça tombe vraiment mal. J'ai une crampe soudaine et je suis dans l'incapacité de bouger. Son sarcasme fut accueilli par des ricanements. Le plus rachitique s'avança. Ulysse planta les 2 pieds dans le sol, prêt à en découdre. Ariane n'avait pas une existence facile. Aussi trouvait-elle depuis toute petite une échappatoire dans les rêves, où elle vivait des voyages extraordinaires. Aujourd'hui, cependant, tout était différent. Elle n'émergea qu'à la 5e sonnerie de son réveil, les paupières lourdes et gonflées, comme 2 énormes balles de golf. À l'horizon, l'aube chassait les étoiles dans le ciel obscur. Oh non, bon sang! Elle coiffa ses cheveux blonds en vitesse et enfila ses vêtements à l'envers. Bondissant hors de chez elle, elle trébucha sur l'énorme lapin en peluche qui traînait au sol. Un énième cadeau d'un camarade de classe collant. Elle se rééquilibra de justesse et courut. Elle ne voulait pas louper son avion. Chapitre 3. Le sang d'Edgar se glaça. Il s'éloigna des pas qui résonnaient pour gagner une autre pièce. Il devait à tout prix se montrer le plus discret. Son genou heurta le coin de la table basse. De grosses larmes de douleur roulèrent sur ses joues et Edgar se mordit la joue pour ne pas crier. Il ne voyait toujours absolument rien. Les pas se firent plus pressants. Paniqué, Edgar tenta d'ouvrir la fenêtre bloquée et distingua une silhouette dans les ténèbres épaisses de la rue.
vêtue d'un long manteau et coiffée d'un chapeau noir. Il était sûr qu'elle le fixait, même s'il ne pouvait pas voir ses yeux. Un craquement de parquet le fit sursauter. Edgar, c'est moi. La tête de son père, hideuse et souriante, apparut dans l'embrasure de la porte. Il était rentré à l'appartement plus tôt que prévu. Ah, t'es déjà là, papa? Non, s'il te plaît, n'avance plus! Les forces pour s'enfuir manquaient à Edgar. Il avait été drogué dans son sommeil, c'était certain. Il essaya de courir, en vain. Non! Papa! Non! Je t'en supplie, non! Son père s'approcha. Edgar se tassa d'effroi. Ulysse fracassa la dorade sur la face de rat du premier type qui s'écroula par terre comme un vulgaire rondin de bois. Le second se jeta sur lui pour l'écraser, mais Ulysse l'attrapa par le col et le balança dans les airs. Après un somptueux vol plané, il termina sa course dans une poubelle contre un mur. La jeune femme s'était recroquevillée, le dos plaqué à une porte. Gonflé d'assurance, Ulysse s'élança vers le dernier adversaire et lui asséna un direct au ventre pour le neutraliser. Son poing rebondit comme sur un trampoline. Le colosse lui décocha une gifle monumentale qui le fit basculer en arrière. C'est toujours pareil. Tu dors ou quoi? Combien de fois faudra-t-il qu'on te le dise? Les gars, il est grand temps de lui ouvrir les yeux. D'autres types accoururent dans la ruelle, aussi enragés que des pitbulls. Ulysse se releva péniblement et frappa le colosse aux valseuses sans réfléchir. Ce dernier tituba dans un couinement, puis tomba à genoux. Ulysse prit la main de la jeune femme et la tira vers un passage étroit qui rejoignait la mer. Ils s'arrêtèrent une fois sur la jetée. Sous leurs pieds, les remous de l'eau cognaient les rochers et les chaînes d'amarrage. Les tempes battantes, Ulysse jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Les types étaient toujours à leur trousse. Il se tourna vers la fille, essoufflé, les cheveux plaqués sur le front par le vent et la sueur. La lune éclairait ses pommettes hautes. Sa beauté était troublante. Tu me fais confiance? Oui. Alors saute avec moi. Ariane arriva à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, juste à temps pour sauter dans l'avion. Elle adorait les décollages, le vrombissement assourdissant des réacteurs, l'accélération qui l'écrasait contre son siège, la joie du paysage qui rapetissait dans le hublot. Tout lui semblait magique dans ce processus, et tout lui promettait d'échapper à sa morne vie. Elle appuya la tête contre le fauteuil et soupira d'aise. La tension dans sa nuque et ses épaules s'évapora pour ne plus laisser qu'une chaleur moelleuse. Enfin, elle s'autorisait ce voyage dont elle rêvait depuis si longtemps. Enfin, elle allait découvrir cette île paradisiaque et ne plus s'inquiéter de rien. Le billet était un cadeau de son oncle, Gustave, pour son anniversaire. Ariane sourit en se souvenant de son visage quand il le lui avait offert. Elle s'apprêtait à se rendormir quand un détail l'arrêta. Quelques rangées devant elle, un renard à la queue bleutée faisait sa toilette dans une cage de transport. Il s'interrompit quand il sentit le regard d'Ariane peser sur lui. Une violente turbulence secoua l'avion. Les passagers s'affolèrent et la cage s'ouvrit en basculant. Le renard en sortit. Il fixa Ariane d'un air facétieux et se jeta sur elle. Chapitre 4. Edgar avait rassemblé toutes ses forces pour courir, mais son père continuait de le poursuivre, et il était trop faible pour lui échapper. La terreur qui l'étreignait lui fit soudain prendre conscience qu'il rêvait. Pire, qu'il cauchemardait encore. Non! Tu n'es pas réel! Je vais me réveiller! Tu es à moi, Edgar! À moi! Il plaqua son fils au sol et l'écrasa de tout son poids pour l'étrangler.
Dans un éclair de lucidité terrible, Edgar comprit qu'il allait mourir. Et puis le décor s'évanouit, comme une bulle de fumée se dissout dans le néant. Tout devint noir, silencieux. Edgar ouvrit les yeux. Il était dans son lit, allongé sur le dos, le cœur battant à tout rompre et les draps trempés de sueur. Il essaya de se relever, mais il semblait paralysé, comme pris au piège dans son propre corps. La silhouette longiligne d'une créature plus noire que l'ombre se découpait dans les ténèbres de la chambre et rampait vers lui, 2 orbites blanches dans son visage informe. Edgar tenta de hurler, mais impossible de bouger les lèvres. La créature se hissa sur le lit et marcha sur son corps pétrifié. Les secondes s'écoulèrent, nappées d'effroi, jusqu'à ce qu'Edgar parvienne à bouger un orteil au prix d'un effort surhumain. Le reste de son corps suivit. Le temps qu'il se redresse, la créature s'était volatilisée. Edgar se rua sur les volets. Le jour baigna aussitôt la chambre, pâle et indifférent à l'horreur qu'il venait de traverser. Edgar calma sa respiration en se concentrant sur le défilé des voitures en contrebas. La tour Eiffel pointait à l'horizon de la grande avenue parisienne où se situait l'appartement. J'en peux plus de ces cauchemars. Il s'empara de la tablette d'antidépresseur posée sur sa table de chevet et en avala un cachet. Il vivait très mal son retour forcé chez son père à Paris. Sa mère avait renoncé à la garde parentale, déçue de son éviction du lycée quelques mois plus tôt. Ce renvoi était un comble. Grâce à ses talents d'hacker, Edgar avait en effet réussi à exposer la lubie perverse de son ancien proviseur, obsédé par les sous-vêtements usagés des élèves. Malheureusement, l'équipe pédagogique avait fait front pour étouffer le scandale, et Edgar avait été congédié sans sommation. Il avait beaucoup perdu dans cette affaire. Ses repères, ses illusions, mais aussi Ariane, sa meilleure amie. Elle lui manquait. Elle lui manquait beaucoup. Heureusement, et malgré son malheur, Edgar restait un élève aussi brillant que malicieux. Les occasions ne manquaient pas de tourmenter ses nouveaux professeurs et camarades parisiens, à l'esprit aussi étroit qu'un cul de poule. Il avait par exemple entrepris de pirater le site du baccalauréat pour faire croire aux candidats que venir habillés en toge de la Rome antique à l'épreuve de spécialité leur permettrait d'obtenir des points bonus. Ces plaisanteries étaient un défouloir. Elles permettaient à Edgar d'évacuer le stress accumulé chaque nuit. Depuis qu'il habitait chez son père, les cauchemars et les crises de paralysie du sommeil étaient récurrents. Elles avaient commencé après le divorce de ses parents. Un moment charnière de son enfance qui semblait avoir effacé tout ce qui précédait. De la vie avant la séparation, Edgar n'avait qu'une poignée de souvenirs fragmentés qu'aucun traitement n'avait su recomposer. Edgar alluma le gigantesque aquarium qui trônait sur sa commode. Au cœur de la végétation luxuriante et des escadrons de poissons multicolores se nichait un adorable coffre-fort, surplombé d'un écriteau. Scolarité d'Edgar, tendre pensée et regrets éternels. RIP. Il avait enfermé dans ce meuble tous ses cours après avoir décroché son bac, avec une facilité insolente, compte tenu du peu d'efforts qu'il avait fournis. Il se rallongea sur son lit et consulta la page d'admission post-bac sur sa tablette. Une nouvelle école d'ingénieurs venait d'accepter sa candidature. Encore une qui lit comme un singe. Sa lettre de motivation était toujours la même, une simple recette de choucroute. Soit les recruteurs avaient très faim, soit ils ne lisaient pas les dossiers qu'ils recevaient. Edgar prenait un malin plaisir à jouer de cette défaillance dans le système, mais ne s'en satisfaisait pas complètement. Il aspirait à plus grand, il rêvait d'autre chose. Malheureusement, ses rêves n'étaient pas du goût de tout le monde, et surtout pas de celui de son père. Chapitre 5. Ulysse et la jeune femme plongèrent dans le port de Marseille. La peur déserta Ulysse. Plus rien ne pouvait désormais arriver. Il était un nageur hors pair. En tout cas, à cet instant, il en était convaincu.
Ils se mêlèrent aux bancs de poissons argentés, aux raies majestueuses, aux familles de dauphins dont les dos scintillaient sous les reflets de lune, puis émergèrent au large d'une presqu'île. Ils reprirent leur souffle dans le sable, le visage tendu vers les étoiles. Tu m'as sauvé la vie. Le cœur d'Ulysse se gonfla, prêt à exploser. Tu parles. C'est pas grand. La fille se jeta sur lui avant qu'il ne termine sa phrase. Elle colla sa bouche à la sienne, se pressa contre son torse avec urgence. Ses cheveux trempés coulèrent comme des couleuvres. Ulysse y passa la main, descendit le long de la nuque, puis de la colonne de la fille. Il ne connaissait pas son prénom, mais déjà le goût de ses lèvres était partout, enivrant, asphyxiant. Son corps entra en ébullition et... le rêve éclata comme une grosse bulle de savon. Ulysse ouvrit les yeux dans son lit. Le souffle court, une tension moite à l'entrejambe. Oh non. Putain, pas encore. Sa mère allait de nouveau enragée de devoir nettoyer ses draps, alors qu'il ne ramenait jamais aucune fille à la maison, excepté dans ses rêves. Mais elle ne pouvait se contenter de ce genre de justification bancale. Enfin, maison était un bien grand mot. Ulysse habitait un petit bateau, vieux et fatigué par la mer, rongé par le sel et les coquillages. Sa chambre se situait dans la cale, exiguë et humide. Ulysse retira ses draps souillés et les jeta dans le panier de linge sale à l'entrée de la salle de bain. Il remonta à la surface, attentif à ne pas déranger sa mère en pleine consultation avec un client. Le salon exhalait des fumées d'encens et débordait d'attrape-rêves et autres amulettes folkloriques, suspendues au plafond par grappes entières. Vous devriez aller lui parler, mon cher monsieur. Je vois un présage favorable. Sa mère était voyante. Le tarot de Marseille était son outil de travail officiel, mais elle devait surtout ses succès à ses talents en flatterie et en manipulation, qui lui permettaient de gonfler grassement ses tarifs. Ulysse sortit sur le pont. Le port de Marseille s'étirait devant lui, blanc sous le ciel rose, baigné par la lumière de l'aube. L'air matinal le fit frissonner, à moins que ce ne soit un reste du rêve, le souvenir de la langue de la fille, le goût si réaliste de sa salive. Ulysse n'avait pas encore eu de relation sexuelle en vrai. Il se demandait si ce serait comme ce qu'il imaginait la nuit, ou autre chose de plus terne. Il descendit gratter les moules et les balanes accrochées à la coque du bateau pour s'éclaircir les idées. Depuis l'enfance, il était seul à aider sa mère au quotidien. Son père avait été condamné à la prison à perpétuité pour des raisons qu'Ulysse ignorait. S'il posait des questions, sa mère allumait une bougie et se mettait à méditer. Elle refusait d'en parler. Le client quitta le bateau. Ulysse regagna alors la cuisine pour se faire un café, tandis que sa mère comptait ses billets. Il consulta la page dédiée au parcours post-bac sur son téléphone. J'espère que la pêche est bonne cette fois. Hélas, aucune école de commerce ne voulait de lui, aucune université non plus. Un profond sentiment d'échec lui noua les tripes. Sa scolarité avait toujours été un champ de bataille. Son air perché et son incapacité à se concentrer insupportaient ses professeurs. « Arrêtez de rêver, monsieur Delphis, il faut vous réveiller !» soupirait-il régulièrement. Quand Ulysse ne ratait pas les cours pour cause de réveil défectueux, il s'endormait pendant la classe. Ses notes étaient pour la plupart catastrophiques, et s'il avait réussi à voguer d'année en année sans redoubler, il n'avait désormais aucune idée de ce qui l'attendait. Ainsi, le jour où il obtint de justesse son baccalauréat pour célébrer l'événement et remercier ses professeurs comme il se doit, il rangea soigneusement tous ses cahiers de cours dans un sac lesté de cailloux et jeta le tout à la mer. À présent, seul face à son café et à son avenir bouché, c'était lui qui avait l'impression de couler. Tous ses rêves de prouver sa valeur semblaient bien partis pour sombrer avec sa piteuse scolarité. Chapitre 6. Ariane se recroquevilla dans son siège pour éviter le renard.
L'animal se servit de son dos comme d'un tremplin et s'élança vers le sas de sécurité à côté d'elle. La porte s'ouvrit en grand sous l'impact de son corps. Tout l'air s'échappa de la cabine et Ariane fut aspirée hors de l'avion. Mais je rêve. Elle agita les mains comme un moineau et transforma sa chute en un vol à peu près stable. Le renard plana un instant à côté d'elle pour la narguer avant de glapir de plaisir et de s'éloigner. Ariane survola des villages, des rivières et des vallées. En contrebas, les gens la regardaient, médusés. Soudain, un orage éclata, alourdissant son corps de trombes d'eau glacée. Elle dégringola et acheva sa chute sur un panneau routier de la compagnie Rabbit Airlines. Sautez à bord, envolez-vous. Aïe! La violence du choc la réveilla. Ça paraissait si réel. C'est dingue. Elle fouilla dans ses affaires pour trouver un miroir et inspecta son dos en se contorsionnant. Elle grimaça. Le renard avait imprimé de longues traînées rouges sur sa peau. Les blessures oniriques d'Ariane se répercutaient de plus en plus fréquemment sur son corps, sans qu'elle sache vraiment expliquer pourquoi. Ariane s'extirpa de son vieux matelas rapiécé, ouvrit les rideaux et actionna une manivelle à côté de la fenêtre. Un câble fit glisser un panier en osier jusqu'à elle. À l'intérieur, du pain, de la confiture et une boîte de pâté pour chien stérilisée. Elle soupira. Sa grand-mère, Mamie Madeleine, perdait la mémoire et avait la fâcheuse manie de confondre sa petite fille avec le gros Saint-Bernard qui dormait dans la niche, sous la cabane où elle avait élu domicile, perché dans les branches du grand arbre du jardin. Ariane était vraiment un spécimen rare. Sa vie empilait les situations désespérées. La plus récente impliquait une sombre affaire avec un influenceur aux 10 millions d'abonnés, Orion, et une histoire invraisemblable d'enlèvement surnaturel dont elle avait réchappé. Des séances avec un étrange hypnothérapeute recommandé par son oncle, Gustave, lui avaient permis de surmonter ce traumatisme. Aujourd'hui, elle préférait ne plus y penser. Au moins, sa rencontre avec Orion avait-elle permis à Ariane d'oser créer sa propre chaîne de contenu, le fil d'Ariane. Elle y faisait découvrir des lieux insolites à ses abonnés, telle la Gulu Elementary School, une école perchée sur une montagne tibétaine. Ariane ne rêvait que de voyager pour enfin visiter tous ces lieux. En attendant, elle venait de passer la barre des 100 000 abonnés, parmi lesquels figurait un bon nombre de fans flippants et de rageux sanguins. Ariane croqua dans ses tartines pendant que Mamie Madeleine accrochait son linge au fil tendu entre l'arbre de la cabane et la maison. La vieille femme laissait tout tomber sur la pelouse sans le remarquer. Mamie, ça va? Tu veux de l'aide? En l'entendant, l'un des deux demi-frères d'Ariane sortit de la maison et lui adressa un doigt d'honneur. Ariane soupira. Sa fratrie l'estimait presque autant qu'une saleté sous une semelle. Aussi gardait-elle ses distances. Après la disparition de ses parents, son souhait avait été d'aller habiter chez son oncle. Mais la vie de Gustave était bien trop chaotique et secrète pour qu'il puisse accueillir sa nièce dans de bonnes conditions. Un voile de mystère planait sur lui. Et ce n'étaient pas ses nombreux plâtres, à chaque fois qu'elle le voyait, qui arrangeaient son cas. En ce début d'été, le plus dur pour Ariane restait cependant le renvoi d'Edgar. Son départ de Lyon l'avait condamnée à terminer l'année scolaire seule, dans un état plutôt désespéré. Elle n'avait survécu qu'à l'aide de Célestin, un garçon lunaire, maladroitement amoureux d'elle. Il lui avait permis de tenir jusqu'au bac, qu'elle avait obtenu avec une petite mention. Ariane alluma la honteuse épave qui lui servait d'ordinateur portable et consulta les résultats de ses demandes d'admission post-bac. Les écoles d'architecture prestigieuses qu'elle visait avaient toutes snobé son dossier. Seule une formation sinistre et peu reconnue par la profession l'avait acceptée. Elle regretta d'avoir brûlé ses cours de lycée. Peut-être le karma se chargeait-il de la punir. Chapitre 7.
Après son petit déjeuner, Ariane descendit de la cabane et traversa le jardin pour gagner la maison. Calvin, son demi-frère, coiffé comme un palmier, jouait au ballon avec un ami. Il tira dans sa direction. La balle heurta la main qu'Ariane avait levée pour se protéger le visage. Arrête ça! Je ne suis pas une cage de foot! Le ballon faillit la frapper en plein visage, mais elle le bloqua à nouveau. Calvin semblait avoir décrété que le but était peu ou prou la tête d'Ariane. Oh, pardon, ma chère sœurette. Je visais le lapin tagué sur l'arbre derrière toi. Quel dommage que tu sois dans sa trajectoire. Il s'avança vers elle, tout fier. Alors, toutes les écoles t'ont refusé, pas vrai? C'est sûr que c'est plus facile quand on vise le minimum syndical, n'est-ce pas, mon cher Calvin? Les joues de Calvin prirent une teinte écrevisse, qu'Ariane apprécia beaucoup. Il leva le poing, à court d'arguments, quand un rire joyeux éclata dans la maison. Ariane le reconnut immédiatement. Elle bouscula son demi-frère, tout en lui présentant ses excuses d'avoir la malchance d'être dans sa trajectoire, et se précipita chez sa grand-mère. Gustave, tu es revenu! Ça fait des semaines qu'on ne t'a pas vu. Oh, mais c'est ma grande Ariane! Son oncle était assis à la table du salon, paré de son éternelle moustache broussailleuse et de sa marinière démodée. Les mains fermées sur une tasse de chocolat chaud, il affrontait Madeleine, sa mère, dans un jeu mystérieux qui ressemblait aux échecs, où les dalles d'un damier de pierre s'effondraient à chaque prise d'une pièce par l'adversaire. Mamie Madeleine servit une tasse de chocolat à Ariane et y ajouta un sucre. Puis 2, puis 4, puis 8. Ariane la regarda avec perplexité, soucieuse de constater à quel point la santé mentale de sa grand-mère déclinait. Elle remarqua le bandage au bras de son oncle. Comment tu t'es amoché cette fois, tonton? Ah, les aléas du travail. Ne me pose pas de questions si tu ne veux pas que je te mente. Tu sais bien que c'est secret défense. Oui, mais... Dites donc, jeune fille, vous vous prenez pour ma mère? L'intéressé se montre déjà suffisamment consterné par mon tragique état de santé. Pas la peine d'en rajouter une couche. Mamie Madeleine se leva, le sucrier vide dans une main. Tu sais, mon chéri, tu peux te briser tous les os que tu veux. Ça n'augmentera pas tes droits de succession. Elle quitta la pièce pour aller chercher de nouveaux sucres. Dans le canapé, Ariane s'était assombrie, déçue de l'attitude fuyante de son oncle. Tu connaîtras la vérité un jour, Ariane. Je te le promets. Tu dis ça depuis que je suis petite. Bon, et ça donne quoi les réponses pour les écoles d'archi? La nuque et les mains d'Ariane picotèrent. Elle s'empara d'une des pièces du plateau pour s'occuper les doigts. Un diablotin avec un crâne cornu. C'était l'une de celles de Gustave. Je t'avoue que c'est pas très glorieux. Juste un oui pour l'instant. Mais avoir la réputation approximative de l'école, mon ancien proviseur aurait fait un malaise. Le proviseur qui a fait graver une plaque à ton nom quand tu as fait la pub du lycée en réchappant à la mort? Lui-même. Un chic monsieur, qui avait accessoirement un faible pour les petites culottes d'élèves. Bref, tout ça pour dire que pour l'heure, je ne sais pas trop quoi faire de mon avenir, tonton. Gustave considéra Ariane d'un air grave, comme s'il cherchait à lire en elle une vérité qu'elle-même ignorait. Il posa ensuite une main sur son épaule. Je ne devrais pas te le dire, mais il faut que tu suives le lapin blanc. Tu n'as plus beaucoup de temps. Hein? De quoi tu parles? Gustave bougea une pièce du jeu, l'air pensif et préoccupé. Madeleine farfouillait toujours dans la cuisine à la recherche du sucre. Tu ne focalises pas ta lucidité sur le bon endroit. Tu aurais déjà dû le trouver. Si tu le loupes, tu risques de rater la chance de ta vie.